Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, aident les aveugles à traverser la rue, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Le dépliant de l'agence indiquait comme avantage particulier à cette croisière dans les îles, très peu de places disponibles, croisière de luxe limitée à une vingtaine de passagers. Vous vivrez à bord comme si vous étiez propriétaire de votre yacht et en petit comité. L'embarquement se fait à Miami. Le luxe dont il est question est un luxe normal, il ne s'agit pas d'une croisière de milliardaires. Oh certes, les dollars nécessaires à ce petit voyage d'une semaine représentent tout de même plus que le salaire d'un ouvrier spécialisé. Les passagers sont des gens aisés, beaucoup à la retraite, et la moyenne d'âge s'en ressent. Ils ont retenu leur place il y a plusieurs mois. Ce n'est pas l'aventure, c'est une promenade tranquille, bien organisée, feutrée, avec tous les ingrédients nécessaires au confort. Boutique à bord, cocktail à 11h et à 7h, dîner dansant et halte le soir à proximité d'une plage exotique. Le commandant a salué chacun de ses passagers en vieux routier de ce genre de promenade en mer. Il salue donc mesdames Brionne, mère et fille. Madame mère a 66 ans, elle est veuve. Madame fille a 42 ans, elle est divorcée. Ce sont les dernières à monter à bord. Le commandant les informe avec le sourire. Dès que nous serons en mer, rendez-vous dans le grand salon à l'arrière. J'aurai le grand plaisir de vous offrir un cocktail de bienvenue à bord. Madame mère accepte l'invitation et répond au sourire commercial du commandant par un sourire carnassier, dents blanches et lèvres rouges, visage formé par des liftings à répétition et faux petits nez en l'air. Mais rien ne peut changer l'expression profonde qui émane d'un visage. Oui, carnassier, c'est le mot juste. Madame fille, plus effacée, semble tenue en laisse par sa mère comme un petit chien bien dressé. La mère dit « Voici Mage, ma fille, elle m'accompagne. » Et l'on pourrait entendre « Ne vous inquiétez pas d'elle, elle ne fait pas de bruit et elle est propre. » Pauvre Mage. Elle ne semble aimer ni le soleil qui fait cligner son regard pâle, ni la mer à qui elle tourne volontiers le dos, préférant contempler ses pieds avec obstination comme si elle voulait s'assurer de leur équilibre sur le pont. Tout le monde est à bord. On s'installe dans les cabines, le quai s'éloigne avec regret, comme tous les quais. Et dans la cabine numéro 12, un homme seul aligne des livres. Edwin Gill, 45 ans, professeur de philosophie, a choisi ce voyage pour faire le plein de lecture avant la rentrée universitaire. Il travaille sur une biographie comparée des présidents des États-Unis depuis la guerre de sécession jusqu'au deuxième conflit mondial. L'histoire et la psychologie sont ses lubies. Il est arrivé parmi les premiers, chargé de ses bouquins, lunettes sur le nez et short approximatif du point de vue de l'élégance. Il a déclaré au commandant « Vous ne me verrez pas beaucoup dans les réceptions, j'aime la solitude. Si je savais naviguer moi-même, je ne serais pas là. » Il a l'air franc, derrière sa barbe, cet intellectuel en espadrille. Franc et net, sans ambiguïté, un peu naïf et démodé, mais quoi, tout le monde ne peut pas ressembler à une gravure de mode. Alors le commandant, toujours souriant, a répondu « Venez au moins au cocktail de bienvenue. La cravate n'est pas nécessaire. Vous ferez connaissance avec les autres passagers, une fois pour toutes. » C'est ainsi qu'à 11h du matin, au large de Miami, sur la plage arrière du Sea Star, un été de 1972, parmi les petits fours et les cocktails de fruits exotiques, un assassin a rencontré sa victime. Marie-Thérèse Cuny nous rapporte le détail de cette rencontre angoissante sur une mer bleue opaline. Le commandant fait les présentations avec une grande habileté et un sens de la psychologie dû à sa longue expérience. Les retraités et joueurs de cartes ensemble, par petits groupes, les piliers de bar, il y en a toujours, regroupés autour du commissaire de bord, et les quelques célibataires avec l'hôtesse. Mais il a soudain l'impression d'avoir gaffé. Madame Brionne mère et son sourire carnassier ne pouvaient pas se joindre au couple retraité, elle l'aurait mal pris. D'autre part, sa fille Marge, divorcée, fait partie des célibataires encore jeunes. Ils sont très peu, 5 en tout. Le commandant récapitule de loin. Brionne, mère et fille, Gilles, l'intellectuel à lunettes, et les deux frères Roch, la cinquantaine bien tassée, amateur de pêche au gros. Alors pourquoi ce silence glacé? Quelle bourde a-t-il commise? Un verre à la main, il rejoint le groupe en hâte et remarque immédiatement 2 regards en chien de faïence.
Madame Brionne mère et Gilles. Marge, la fille, rouge comme un coquelicot, regarde ses chaussures. Quant aux deux amateurs de pêche, ils font innocemment la cour à l'hôtesse déjà à l'écart et ne sont pas concernés. Le commandant fait son travail. Les présentations sont faites. Le sourire convaincu de Mme Brionne mère lui répond un rien grinçant. « C'est chose faite, commandant. Ma fille Marge adorerait faire un tour sur la passerelle. » Et sans plus de cérémonie, elle pousse sa fille en avant comme une poupée, entraîne le commandant et, sans se retourner, « Monsieur Gilles n'est pas amateur, il préfère sûrement ses livres. » Quelque temps plus tard, le commandant obtient de l'hôtesse quelques détails supplémentaires. Ils doivent se connaître, ces trois-là. Quand le professeur a aperçu la vieille, il est devenu pâle et elle a dit « Tiens, vous êtes là, vous ?» Comme si elle lui en voulait. Et puis la fille a piqué un phare terrible. Elle a voulu tendre la main, la mère lui a donné une tape sèche sur le bras, et vous êtes arrivés. Le soir même, il a le fin mot de l'histoire. Edwin Gilles, l'air ennuyé, lui glisse à l'heure du dîner « Ah, pas de chance. Je me croyais tranquille pour 10 jours, et voilà que je tombe sur ma belle-mère. » « Madame Brionne est votre belle-mère, enfin ex-belle-mère. J'ai divorcé de sa fille il y a 1 an à peine. » « La jeune Madame Brionne ? Oh, comme c'est ennuyeux. Et bien entendu, vous n'avez aucune envie de lui parler. Oh, à ma femme, pas de problème. La pauvre, c'est une esclave née. Personnellement, je n'ai rien contre elle, ou plutôt disons que la seule chose qui nous sépare, c'est la mère. Marge n'a jamais su ou voulu s'en libérer. Cette femme est un ogre, un monstre possessif. Je l'ai supporté 5 ans, toujours fourré chez moi, mettant son nez partout. Nous n'avions jamais la possibilité d'être seuls, Marge et moi. Même au lit. Croyez-le si vous voulez, cette emmerdeuse téléphonait à sa fille tous les soirs pendant au moins 1 heure, alors qu'elle ne l'avait pratiquement pas quittée de la journée. Finalement, elle est venue carrément s'installer chez nous, alors j'ai mis le marché en main à ma femme, ou tu la vires, ou c'est moi qui pars. Comme vous le voyez, c'est moi qui suis parti. J'ai demandé le divorce en conséquence, je l'ai gagné, et depuis, cette maudite bonne femme m'en veut à mort. Elle a écrit à l'université en me traitant de sadique, de je ne sais quoi. Heureusement, je suis connu dans ma profession. Je me demande dans quelle mesure elle n'a pas fait exprès de choisir cette croisière. Le commandant pense que non. Elle ne pouvait pas savoir. Les inscriptions ont été faites il y a plusieurs mois et aucun des passagers ne se connaissait. Elle a pu demander à consulter la liste. L'agence ne la communique pas en principe. En principe, mais elle est capable de tout. Je n'aime pas ça, commandant. J'ai presque envie de débarquer à la prochaine escale. Allons, allons. Ne prenez pas l'affaire au tragique. Je ne vais pas vous déposer sur une plage. En 10 jours, nous ne faisons pas d'escale véritable. Nous avons tout ce qu'il faut à bord et vous ne verrez que des lagons déserts. C'est le principe de la croisière. Où est sa cabine? Si elle est proche de la mienne, débrouillez-vous pour me mettre ailleurs et je prendrai mes repas dans ma chambre. Réflexion du commandant après cette conversation. Mais ma parole, on dirait qu'il a peur d'être empoisonné ou fusillé à bout portant. La mer est bleue, le ciel est bleu. Le petit bateau poursuit son voyage sous le soleil. Qui penserait au drame? Il surgit le 5e soir, à l'heure où les passagers dansent au salon ou rêvent devant les étoiles sous le ciel des Bermudes. Un cri effrayant trouble la paix du soir. Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Qui a crié à bord du Sea Star? C'est une voix de femme rauque, et c'est un cri indescriptible, un cri de femme en colère. On se bouscule dans les couloirs, qui en chemise de nuit, qui en smoking. Le commissaire du bord interroge tout le monde, on lui indique une cabine double, celle de mesdames Brionne, mère et fille. Il n'a pas le temps de frapper à la porte, elle s'ouvre sur une femme édentée tenant à la main une arme bizarre, un genre de coupe-papier aux manches d'ivoire, la lame terriblement effilée et couverte de sang. Plus carnassière que jamais, l'aide à faire peur. Madame Brionne, mère, hoquette, puis déclare avec l'accent d'une tragédienne « J'ai dû tuer ce sadique. Il s'est jeté sur ma fille pour la violer. » Dans la cabine, allongé sur le lit et à plat ventre, Edwin Gilles est désigné comme le sadique en question. Il est vêtu d'une robe de chambre en éponge blanche, 2 cercles rouges sombres entre les omoplates. Réfugié sur un fauteuil en pyjama, Marge, victime supposée d'une tentative de viol, est en proie à une crise de nerfs violente. Le commissaire de bord remarque que pour une femme agressée, sa toilette est à peine dérangée.
Elle s'arrache les cheveux de désespoir et porte des marques de griffes sur le visage. Mais il est possible qu'elle les ait faites elle-même. Volubile, la mère raconte l'agression dans les coursives à un public consterné. Il a frappé, il voulait soi-disant parler à ma fille. Moi, je n'ai pas entendu, la porte de communication était fermée, je faisais ma toilette. Lorsque j'ai entendu un bruit suspect, j'ai immédiatement ouvert la porte et je l'ai vu. Il la tenait par le cou, il l'avait coincé sur la couchette et ses intentions étaient visibles. Je me suis précipité sur lui, j'ai voulu le tirer en arrière, mais il m'a repoussé. Il a dit qu'il allait se venger. Alors j'ai perdu la tête, j'ai pris ça, ce coupe-papier. Il était sur la table à côté d'un livre que ma fille lisait, et j'ai frappé comme j'ai pu. Là-dessus, pour terminer la scène en tragédienne accomplie, Madame Brionne-Mère laisse tomber l'arme du crime en l'accompagnant d'un regard horrifié et s'affaisse lentement dans le couloir, perdant connaissance avec un ralenti professionnel. Edwin Gill est mort. En frappant comme elle pouvait, la meurtrière a eu de la chance, si l'on peut dire, à moins qu'elle n'ait soigneusement visé. Car il n'est guère facile de tuer un homme de dos avec un coupe-papier aussi solide et aiguisé soit-il. Il faut de la force pour porter le premier coup, de la force pour retirer la lame, et toujours de la force pour le deuxième coup. D'autant plus qu'un homme de la taille d'Edwin Gill est censé se débattre, à moins d'être vraiment pris par surprise. Sans être policier, le commissaire de bord et le commandant se demandent comment la jeune femme a pu se dégager de la couchette sans être tachée de sang ou pour le moins débraillée. Sans être médecin légiste, le toubib de bord se pose des questions. C'est quoi cette petite bosse sur la nuque? Méprise. Je l'ai d'abord frappé avec mon séchoir à cheveux. Grosse bosse pour un séchoir à cheveux à carrosserie de plastique. Autre chose curieuse, pour un violeur patenté et dans l'exercice de son coupable méfait, Edwin Gill est en peignoir de bain, sous ce peignoir un short, sous le short un slip de bain, le tout correctement ajusté. En prévenant la police de Miami, le commandant du Sea Star fait part de ses remarques et il en ajoute 2. Cet homme m'a paru extrêmement correct. Son divorce date d'1 an, m'a-t-il dit. Évidemment, il a pu vouloir se venger, mais il m'a demandé dès le début à s'éloigner de cette femme au maximum. Il aurait débarqué s'il avait pu. Et autre chose, il s'est demandé si sa belle-mère n'avait pas choisi exprès la même croisière que lui. Il faudrait vérifier à l'agence. Le Sea Star est de retour à Miami en pleine vitesse. Le corps d'Edwin Gill a été recouvert de glace et d'une bâche isolante sur les conseils de la police afin d'éviter de le changer de position. 12 heures après le meurtre, la croisière est finie. Les passagers consignés à bord, 2 policiers et un légiste font leur première constatation. Cela dure 2 heures. Après quoi, l'un d'eux prend à part Madame Brionne-Fille, divorcée de la victime. Vous maintenez qu'il y a eu tentative de viol? Ah oui, oui. Vous maintenez que votre mère a agi pour vous défendre? Oui, bien sûr, bien sûr. Madame Brionne, votre ex-mari a été assommé. Il était évanoui, ou en tout cas sérieusement sonné, avant d'être tué. Le coup qui le porte à la base de la nuque, ce n'est pas une petite bosse, et elle ne vient pas d'un sèche-cheveux. Elle vient de ce flacon de cristal. Il est épais, lourd. Il a été essuyé, mais mal. Notre chimiste a découvert des fragments de peau et de cheveux à la base du flacon, incrustés dans le motif. Votre mère a donc menti. Écoutez, elle ne sait peut-être plus avec quoi elle a frappé. Demandez-le lui. Mais vous étiez là. Vous avez forcément tout vu. Mais j'avais peur, je ne sais plus. Ne mentez pas, madame. Vous seriez complice de votre mère. Elle a demandé la liste des passagers à l'agence sous un faux prétexte. L'employé a reconnu avoir touché 100 $. Et votre mère lui a dit « Je cherchais une amie, dommage, elle n'est pas à bord. » Alors, madame Brionne, si vous disiez la vérité, à moins que vous ne préfériez aller en prison avec votre mère pour meurtre avec préméditation. Mais ce que vous dites est affreux, je veux parler à maman. Il n'en est pas question. Vous êtes suspecte comme elle. À partir de maintenant, interdiction de vous parler ou de vous faire des signes.
Je vais vous lire vos droits. » Marge a craqué. En regardant obstinément ses chaussures, elle a raconté. Ma mère m'a conseillé d'avoir une explication avec Edwin. Elle m'a affirmé que, s'il était d'abord, c'était pour me reprendre, pour me séparer d'elle à nouveau. Je suis allé voir Edwin. Il ne voulait pas venir dans ma cabine, mais ma mère voulait absolument écouter l'entretien derrière la porte pour ma sécurité. Alors j'ai dit qu'elle n'était pas là, qu'elle jouait au bridge au salon et qu'il valait mieux qu'il vienne, ainsi il pourrait se cacher ou se sauver si elle venait. Tandis que, si elle ne me trouvait pas, elle viendrait directement chez lui faire un scandale. Il est venu. Je croyais sincèrement que nous devions parler. Il s'est assis sur cette chaise. Moi, je regardais la mer par le hublot. J'étais gêné de le savoir là. Il me manquait parfois. J'ai entendu un léger bruit et en me retournant, j'ai vu ma mère le frapper. Il est tombé. Elle l'a ramassé, l'a placé sur la couchette et m'a giflé parce que je pleurais. Elle m'a dit « Retourne-toi, je vais te débarrasser de lui pour toujours. Il ne t'importunera plus. » Et vous n'avez pas essayé de l'en empêcher? Non. Elle m'aurait peut-être tué aussi, vous savez. Elle m'a menacé. Elle a inventé toute cette histoire de viol en quelques minutes et elle m'a dit « Contente-toi de répéter ce que j'ai dit et pour le reste, fais l'imbécile. Tu n'as qu'à dire que tu es malade des nerfs. Si tu n'obéis pas, tu resteras seul et ils m'enverront sur la chaise électrique. Tu seras responsable de la mort de ta mère. » Pauvre Marge, pauvre esclave. Éternel enfant dévoré par une mère carnassière et possessive. Certains témoins de sa vie privée avec Edwin Gill ont apporté une clarté supplémentaire sur le mobile de la meurtrière. Mais elle l'aurait voulu pour elle, cet homme. Ça sautait aux yeux qu'elle était jalouse de sa fille. Mais voyez-vous comme on ne se refait pas à 40 ans passés. Marge a obtenu de partager la cellule de sa mère lorsque cette dernière a atteint 70 ans pour l'aider à vivre les dernières années de sa perpétuité et parce qu'elle souffrait d'une grave maladie osseuse. Être esclave, c'est parfois une situation librement consentie. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.